Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Chaque vendredi, vous le savez, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualité économique, sociale et culturelle. Je vous le rappelle que l'ensemble des articles qui sont traités dans ce JT est tiré du site internet www.vudailleurs.com dont la maxime est « Les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés ». À l'international, on peut se poser cette question: pourquoi les pays d'Afrique francophone cherchent-ils à intégrer le Commonwealth alors que le Gabon, pays d'Afrique centrale complètement francophone, va adhérer cette année à cette organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires britanniques. L'Assemblée nationale du Togo a adopté une résolution qui permet au gouvernement de poursuivre le processus d'adhésion au Commonwealth, un projet qui a démarré en 2014. Au-delà de l'ancien héritage politique britannique, cette adhésion assure au Togo la reconnaissance internationale d'un renouveau historico-politique. Tandis que sur le plan commercial, l'adhésion garantit un vaste marché extérieur pour les exportations de produits nationaux togolais. En effet, le Commonwealth réunit plus de 2 milliards de consommateurs et depuis 2014, le Togo souhaite intégrer l'organisation que dirige la reine Elisabeth II en raison de la bonne santé économique des membres de son organisation et aussi parce que cette entrée permettrait au pays de diversifier ses relations d'amitié et de coopération, mais également de reconfigurer ses relations avec le Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, estiment certains analystes locaux. L'influence de l'anglais dans le monde des affaires constitue également un autre argument stratégique. On marque une pause et on se retrouve juste après pour l'actualité française. À tout de suite sur TV Finance. En France, alors que la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence française n'était pas forcément acquise, peut-on dire, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il est le plus mal élu des présidents de la Ve République? Sur le plan arithmétique, si on se base sur les critères du pourcentage des suffrages exprimés au second tour, le président de la République fait moins bien qu'en 2017 et évidemment moins bien que Jacques Chirac en 2002 qui avait récolté plus de 82% des voix. Mais sinon, tous les autres présidents de la Ve République ont été élus au second tour avec des scores moins importants. En prenant simplement le nombre de voix obtenues dimanche par le président sortant Emmanuel Macron, n'est pas encore une fois le plus mal loti. Avec 18 780 000 voix, le fondateur de La République En Marche a certes perdu 2 millions de bulletins à son nom en 5 ans, mais il obtient notamment plus de suffrages que François Hollande en 2012 qui en avait obtenu 18 millions. Dès lors, comment expliquer le choix des Français? Probablement par deux raisons. La première est toute simple. Une majorité de Français considère qu'il est un meilleur président que Marine Le Pen. La seconde est plus terre à terre, si je puis dire, et se base sur le bilan d'Emmanuel Macron. Les Français considèrent donc que sa gestion du Covid est efficace, que le chômage qui reflue est une bonne chose, que repousser l'âge de la retraite est inévitable et qu'à l'heure du conflit en Ukraine, l'Europe et l'OTAN ont tout leur sens. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour dans votre JT Vu d'ailleurs et nous allons traiter maintenant de l'actualité culturelle. Avec cette question, pour ou contre un congé menstruel? Alors que des pays comme le Japon ou la Corée du Sud ont légiféré en faveur de cette mesure, la question se pose de savoir si elle est stigmatisante et serait auquel cas un frein à l'embauche des femmes. En France, l'entreprise Louis, qui conçoit et produit des meubles permettant de décorer les entreprises, et ce depuis le 8 mars 2022, propose à ses employés de bénéficier d'un congé menstruel. Comment cela se passe-t-il concrètement? Une fois par mois, durant la période où elles ont leurs règles, les salariés peuvent bénéficier d'une journée complète de congé. Cette mesure a été ajoutée à la charte du travail interne pour que l'ensemble des salariés l'acceptent. Pour certains, il s'agit d'une avancée sociale importante pour favoriser la qualité de vie au travail et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
alors que pour d'autres, le congé menstruel est juste un argument supplémentaire pour exclure les femmes. Qu'en disent eh bien, les premières concernées? Selon un sondage IFOP, 68% des femmes salariées interrogées sont pour l'instauration d'un véritable congé menstruel de 24 heures minimum pour règles douloureuses, et ce, aux grandes dames des associations féministes, car cela pourrait conduire les employeurs à privilégier le recrutement de salariés masculins compte tenu de la multiplication des congés à destination des salariés femmes. On pense évidemment aux congés liés à la grossesse et à l'accouchement. Nous allons marquer une pause dans notre JT Vu d'ailleurs et on passe juste après à l'actualité économique et sociale avec notre invité monsieur Michael Tartare, avec qui nous nous demanderons comment capitaliser sur les échecs de la transformation digitale. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans votre JT Vu d'ailleurs et nous allons désormais ouvrir notre rubrique économique et sociale avec ce sujet très important et dans l'air du temps, puisque avec notre invité Michael Tartare, nous allons faire un état des lieux de la transformation digitale en France et tâcher de répondre à cette question, comment les pouvoirs publics pourraient accélérer, soutenir cette nécessaire marche en avant. Bonjour Michael Tartare. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. Juste avant de commencer votre interview, je précise que c'est un enregistrement parce qu'on va peut-être faire référence au débat politique d'hier. Du coup, nous sommes le 21 avril, il est un peu plus de 10 heures et votre interview sera diffusée dans 10 jours. Monsieur Tartare, vous êtes CEO et fondateur de la société Dimup. Vous êtes également rédacteur du blog éponyme michaeltartare.com, blog sur lequel vous livrez vos commentaires personnels sur l'évolution d'Internet. Vous avez coécrit un livre en 2022 avec David Feillon intitulé « La transformation digitale pour tous » aux éditions Pearson. Et la raison pour laquelle on vous reçoit sur notre plateau, c'est que vous avez écrit un article dans Vu d'ailleurs, sur le site internet Vu d'ailleurs, capitalisons sur les échecs de la transformation digitale. Bonjour, monsieur Tartare. Bonjour. Bonjour, c'est très long. Excusez-moi. Monsieur Tartare, j'ai envie de vous poser cette première question. Quels sont les enjeux de la transformation digitale ? Alors, il suffit de prendre conscience, rien que pour la France, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes 15e sur le classement DESI. Le classement DESI, c'est le Digital Economic and Society Index, qui est édité par la Commission européenne, et qui nous positionne 15e, c'est-à-dire moins bien que la moyenne de l'ensemble des pays de l'Union européenne, sur la maîtrise du numérique, donc de la prise en compte du numérique dans la société, au niveau économique, social, environnemental. Et donc, on voit bien que le sujet du numérique, aujourd'hui, c'est plus une option. C'est plus une option. On regarde l'ensemble des valorisations boursières, les plus grosses valorisations boursières dans le monde, le classement des 10 plus grosses valorisations boursières, je crois de mémoire qu'il y a 7 acteurs qui viennent du numérique. Donc c'est absolument colossal. C'est gigantesque. Et notre quotidien, en tant que consommateur, c'est un quotidien qui est marqué par le numérique. Vous prenez les transports, vous regardez sur votre téléphone. Juste un autre indicateur intéressant, sur les 15-30 ans, 94% de la population a un smartphone dans sa poche. Donc il faut se rendre compte que ce n'est plus une option, vraiment, ça touche tous les secteurs d'activité. Et donc aujourd'hui, notre obligation collective, finalement, c'est de prendre conscience de cette avancée du numérique et de l'intégrer en profondeur dans nos habitudes. Alors, vous parlez d'échecs finalement dans cet article. Du coup, quelles sont les contraintes rencontrées par les pouvoirs publics ? Est-ce que ce sont seulement des contraintes politiques ou bien également des contraintes techniques, sociales, humaines, humanistes ? Où en sommes-nous ? Pourquoi est-ce que on n'a pas pris ce virage-là ou ce virage est lent à prendre finalement ? Alors, c'est ce qui est passionnant, je trouve, avec cette histoire d'évolution du numérique, de la prise de conscience par nos dirigeants de ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'en 85, il y a eu le plan informatique pour tous. Vous vous rendez compte, hein. Alors moi j'avais 14 ans à l'époque et j'ai codé comme plein de jeunes avec un MO5, donc c'est très ancien. Depuis, c'est pas passé grand-chose en fait pour vraiment soutenir le numérique. Et donc il y a de la volonté politique. On parlait à l'instant en introduction du débat d'hier. On a vu dans la campagne présidentielle que le sujet du numérique a été très peu évoqué. Donc, bien sûr, les Français attendent des sujets sur le pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre qu'une façon d'y répondre, c'est de développer une économie plus agile, qui notamment génère des services au travers du numérique. Donc, il y a l'industrie du numérique, c'est-à-dire les gens qui fabriquent du numérique. C'est de mémoire, si ma mémoire est bonne, Numéum parle d'environ 550 000 personnes qui sont ces fabricants, ces ingénieurs, ces codeurs du numérique.
Et puis il y a tous les gens qui travaillent dans l'économie marchande qui, eux, sont justement aussi des ingénieurs, mais qui ne font pas partie de ces 150 000 là. Donc en termes d'emploi, c'est absolument colossal. La volonté politique, elle est simplement de vouloir créer des actifs. On parle beaucoup de la Startup Nation, on a parlé beaucoup de la French Tech. Bon, ce genre de choses-là, c'est très bien en termes de communication, mais est-ce que ça percole en profondeur dans la société? Est-ce qu'on crée de la richesse pour nos entreprises, pour nos services publics? Là, il y a encore énormément à faire. Prenons l'exemple des services publics, j'en cite plusieurs exemples dans le livre. On a vu apparaître la déclaration d'impôt en ligne. Là, en ce moment, on est en plein en train de faire notre déclaration de revenus. La plupart des Français vont le faire en ligne. On voit bien qu'il y a eu un énorme... Une évolution. Une compréhension d'une certaine façon. Regardez ce qui se passe sur la justice. Aussi, on dit que la justice se met au numérique d'une certaine façon. Faites un procès. Faites-le. Pas de raison pour l'instant. Non, mais voilà, j'ai vécu l'histoire récemment et je raconte l'histoire dans le livre. C'est juste incroyable de voir à quel point on est en retard. De lenteur finalement. Et l'impact, c'est la lenteur, c'est... Très lent, une surcharge pour collecter des documents, pour les mettre à disposition du juge et de l'ensemble des parties prenantes. On est à l'âge de pierre, si vous voulez. Certes, on a numérisé un certain nombre de choses, notamment par exemple, lancer une requête en ligne, ça c'est possible, mais la suite du processus est extrêmement longue. Mais dans ces cas-là, M. Tartare, comment est-ce que vous expliquez ce retard pris par la France? Parce que vous parlez de 1985, c'est-à-dire qu'en 85, il y a 35 ans, la France initiait le virage de la transformation numérique finalement. Et vous avez raison, il ne s'est quasiment rien passé depuis. Pourquoi? À l'époque, on a lancé le plan informatique pour tous, on avait le Minitel. Oui, c'est ça. Voilà. C'était une révolution à l'époque. Une révolution totale. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a donc 35 ans de ça, on avait accès à des services en ligne au travers d'un tout petit écran qui avait été mis à disposition des Français gratuitement par la Poste. Il faut juste se rendre compte de ce que ça représente. On n'a pas été capable derrière de pousser le bouchon, probablement parce que c'est un sujet qui est assez technique, vu comme technique pour beaucoup de gens. Pour qui? Mais pour qui? Pour les pouvoirs publics ou pour la société, pour le particulier? Le prestige de la fonction d'ingénieur, des gens qui créent, si vous voulez, des actifs numériques, qui font de l'intelligence artificielle, qui font l'informatique quantique, enfin, aujourd'hui, je parle de ça, qui développaient déjà ce genre de choses, finalement est assez en retrait et pas forcément bien perçu et pas poussé par les pouvoirs publics et pas encouragé. À travers quoi? Il faudrait plus d'instituts de formation, probablement? Une formation initiale, ça c'est l'évidence. C'est-à-dire que le code, moi je l'ai appris, j'ai eu la chance finalement de l'apprendre très tôt, bien avant le plan informatique pour tous, mais aujourd'hui, c'est une humanité. Vous voyez, dans le temps, on parlait d'humanité. Savoir lire, écrire, compter, coder. Voilà. Et voilà ce qu'il faut savoir faire. Donc, grosso modo, quand on arrive en 6e, il faudrait qu'on ait déjà une bonne maîtrise, évidemment, du français, une bonne maîtrise des mathématiques, en tout cas de base. On ne demande pas de faire des intégrales ou du calcul différentiel, mais au moins d'avoir des bonnes connaissances de base, de compréhension, pour éviter les erreurs de raisonnement. Lire, écrire, évidemment. Et puis, savoir coder, ça ne veut pas dire devenir un ingénieur en informatique. Ça veut dire comprendre ce qu'on peut faire avec de l'informatique. Et ça, c'est ce que vous appelez la maturité digitale, ou ça n'a strictement rien à voir? C'est la base en termes de compétences, ce que j'appelle les humanités. Après, il y a la formation continue. C'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui en activité, qui n'ont pas été forcément formés à tout ça, il faut bien les aider à monter dans le bateau. Les grands groupes, les grandes entreprises ont des programmes de formation, ils accompagnent. Maintenant, l'écrasante majorité des gens qui nous écoutent travaillent dans des entreprises de petite taille. C'est l'essentiel de l'économie en France, en tout cas, c'est des petites entreprises. Et donc ces gens-là, il faut les aider à monter dans le bateau pour qu'ils puissent comprendre comment ils peuvent tirer parti du numérique pour leur métier, mais aussi pour leurs activités de citoyens. Donc ça veut dire qu'il faut... par quoi ça passe en fait réellement? Vous me parlez de... Est-ce que le changement... il faut changer les mentalités d'une certaine façon? Est-ce que finalement c'est juste le temps de l'histoire qui est nécessaire? C'est-à-dire que le temps de l'application, le temps du numérique n'est pas... On pensait que c'était extrêmement rapide. On a l'habitude que quand on fait une recherche sur Google, c'est extrêmement rapide, mais peut-être que finalement sa diffusion dans la société, dans nos modèles de société, est plus longue que prévu. Alors, ce qui est long, c'est de comprendre que nous avons la main. C'est-à-dire que nous, Français, nous pouvons créer des services. J'en utilise moi-même, par exemple, quand on parle de campagne emailing, il y a des acteurs français qui font ça. Quand on parle d'analyse d'audience en B2B, je suis encore plus précis, c'est un de mes partenaires qui s'appelle GetQuanti, c'est un acteur qui a une innovation
sur la manière de comprendre l'audience d'un site internet et qui est capable du coup d'aider les entreprises qui sont dans le B2B à aller chercher des clients, les fidéliser, alors qu'on va beaucoup plus loin que ce que Google Analytics va proposer. Alors, vous voyez le genre de raisonnement. Mais alors justement, qu'est-ce qui manque? Hier, donc, maintenant on va parler un peu du débat. Donc vous comme moi, on l'a regardé, on a noté que la référence au numérique a duré moins de 10 minutes, 7 minutes vous avez calculé. C'est très peu sur un débat de 2h30, quasiment 3h, 2h45 c'est effectivement rien du tout. Il y a pourtant une idée qui en émerge probablement et qui est une justification de cette lenteur, de ce virage, de cette prise de virage, de prise de conscience de cette nécessaire transformation digitale, c'est la taille du marché. C'est-à-dire qu'hier, Emmanuel Macron nous expliquait que finalement, si on n'a pas un champion français du numérique, c'est parce le marché adressé n'est pas suffisamment grand. Il prenait l'exemple de Google qui est adressé au marché américain, c'est 345 millions d'utilisateurs. Il prenait l'exemple d'Alibaba, géant chinois, c'est 1 milliard de consommateurs. Est-ce que finalement, donc en sous-jacent, il explique que le modèle l'Europe est nécessaire pour pouvoir construire un géant français. Est-ce que c'est votre avis également? Est-ce que c'est pour ça que ce virage, on ne le prend pas? Alors, là, sans rentrer dans des considérations politiques, juste économiquement, vous, en tant que patron d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose que justement vous percevez? Ma première réaction quand j'entends ça, c'est la faute des autres. C'est bien, c'est au niveau de l'Europe qu'on le. Donc nous, on n'a rien à faire. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas admissible de mon point de vue. Ça, c'est comme ça. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai créé DIMUP. Que vous soyez aujourd'hui en France, en Allemagne, dans les pays du Maghreb, au Canada, aux États-Unis, je viens de vous citer là des pays qui utilisent la plateforme. Donc on est en dehors de l'Europe. On est en dehors de l'Europe. On a j'ai une zone de chalandise mondiale. J'ai construit une entreprise qui a une vision mondiale. Mais parce que c'était nécessaire, c'est-à-dire est-ce que vous auriez pu vous appuyer uniquement sur le marché français pour développer vos activités? Bien sûr. J'ai écrit avec David le livre La transformation digitale. Qu'on peut voir si vous voulez. Je la montre à nos spectateurs. Mais dans ce livre, il est français, il adresse le marché français. Mais la plateforme DIMUP, elle est bilingue. Donc les lecteurs de ce livre qui vont trouver un intérêt quand j'ai fait le diagnostic de maturité digitale de Janssen, le laboratoire pharmaceutique en France. Première question que m'a posée la CDO à l'époque, c'est est-ce qu'il existe votre livre en anglais? Pourquoi? Parce qu'elle est à vision européenne, voire mondiale. Et donc, le sujet, il est linguistique et il est d'approche philosophique. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu créer DIMUP en me disant je fais dimup.fr. Et je vais créer une plateforme franco-française. Et je vais m'intéresser qu'au marché français. C'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit, c'est non, la France, c'est un pays pilote, dans une économie qui est mondialisée. Et j'ai effectivement 10% de mes abonnés aujourd'hui qui viennent d'autres pays que la France. Alors que j'ai pas fait d'effort particulier pour faire connaître le D'accord, donc c'est vraiment, en fait, c'est sociétal, c'est philosophique, en fait. Vous dites, c'est finalement... Alors, excusez-moi, je vous interromps sur Google, parce que c'est un bon exemple. Google a été créé, je crois, de mémoire en 98. Mais j'utilisais Google en 98 alors que j'étais basé à Paris. Vous codiez en 85, vous êtes un précurseur aussi d'une certaine façon. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Il y avait déjà, oui, le marché adressé n'était plus uniquement le marché américain, c'était... Cette vision géographique des choses n'a aucun sens avec le numérique. Il y a un espace mondial, et donc les entreprises qui se créent aujourd'hui, on a parlé énormément de Doctolib pendant la crise sanitaire, à ma connaissance, Doctolib est aussi très utilisé en Allemagne. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de limite géographique. Oui, d'accord, il y a une limite philosophique, en fait. Exactement. Une limite de risque, peut-être que finalement, c'est la notion de risque qui doit être prise en compte. On parlait hors antenne, c'est la dernière question parce qu'on dépasse, vous parliez hors antenne des licornes françaises, dans lesquelles bon nombre des investisseurs au capital sont des sociétés, des fonds d'investissement étrangers, finalement, par la force des choses. Est-ce que finalement, c'est juste, si cette transformation digitale ne se fait pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est parce qu'on n'ose pas, en fait, la faire. Peut-être qu'on n'a pas cet esprit entrepreneurial qui est nécessaire pour soutenir nos licornes. Peut-être que les pouvoirs publics n'ont pas cet élan et pas cette envie, mais du moins ce courage de bousculer les territoires pour pouvoir avancer très clairement. Est-ce que finalement la réponse n'est pas là? Complètement. Et il y a un vrai sujet de prise de conscience en profondeur du sujet. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire que tout dans le livre vise à aider les patrons d'entreprise à comprendre en profondeur ce qu'est
la transformation digitale, ce qu'est la maturité digitale, concrètement la maîtrise de du l'outil du numérique. Et on ne parle pas juste de technologie, on parle de compétences, on parle d'usage, on parle de stratégie, on parle de génération. De retour sur investissement. Exactement, de créer des emplois, etc. C'est ça qu'on va trouver dans le livre. Et ce qu'on va trouver aussi dans la plateforme d'immeuble.com. C'est justement le moyen d'aller beaucoup plus en profondeur et de s'arrêter sur les poncifs et du coup de prendre en charge pleinement le sujet du numérique pour créer de la richesse. Pour créer de la richesse. Merci beaucoup, Monsieur Tartare, Michael Tartare, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de DIMUP et que vous avez écrit ce livre, La transformation digitale pour tous, aux éditions Personne. Donc il s'adresse aux chefs d'entreprise et pour qu'ils puissent bien appréhender leur outil numérique et pouvoir le développer pour en faire un outil créateur de valeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt sur notre plateau. Je vous en prie. Écoutez, c'est la fin de notre édition, de cette édition du JT Vu d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.